Ça marche sur ma machine. Cette simple phrase peut déclencher des guerres de tranchées sans fin. Il existe un monde entre notre dev et le monde de la prod. Un monde qui se résorbe de plein de manières, par des process ou même par des technos. Mais cela passe surtout par une compréhension des enjeux respectifs. Kubernetes est une techno connue, mais aussi méconnue, complexe et nécessairement complexe pour gérer des environnements aux enjeux de plus en plus forts. Mais alors, peut-on s'abstraire de Kube ? Faut-il juste arrêter les clusters ? Et surtout, comment s'assurer que si ça marche sur ma machine, ça marche aussi en prod ? Pour répondre à ces questions de charge, je ne reçois pas Optimus Prime, mais il s'y connaît en conteneur. Benjamin, bonjour. Bonjour Bruno. Cosa Vostra. Bonjour, je suis Bruno Soulez, je suis un dev DEV pour différents, extraordinaires et visionnaires. Bienvenue dans If This Then Dev, le podcast qui veut résoudre le problème avant de passer au dev. Chaque semaine, je recevrai un expert pour décoder un sujet ou une tendance de notre formidable métier d'artisan du numérique. Sans en faire un tuto, nous parlerons d'une techno ou de notre quotidien de dev. Une discussion sans boucle, sans condition, mais compilée, afin d'en comprendre tous les éléments avant de passer au dev. Ce podcast est une production Cosa Vostra, où nous codons comme nous accompagnons nos clients, en étant différents, extraordinaires et visionnaires. Alors Benjamin, est-ce que tu pourrais te présenter pour les quelques personnes qui ne te connaîtraient peut-être pas ? Oui, bonjour à tous. Donc je m'appelle Benjamin Chastagnier, j'ai 34 ans. Ça fait un peu plus de 10 ans que je fais du dev niveau professionnel, on va dire. J'ai une petite expérience, j'ai fait 7 ans de dev chez Criteo et là ça fait à peu près 3 ans et demi que je suis chez Covry en tant que back-end engineer. Ok. Je vais me permettre de commencer direct par une question qui est peut-être un peu plus vaste que le sujet. Donc toi, à la base, tu es plutôt dev back-end. Aujourd'hui, tu bosses sur des sujets d'infra. À quel point est-ce que pour toi, c'est nécessaire qu'un dev connaisse des sujets d'infra et à quel point il faut les connaître et les maîtriser ? Alors il y a plusieurs questions. Alors est-ce que c'est intéressant ? Je trouve ça super intéressant. Parce qu'en fait, on a beau dire que le dev on est agnostique, ça part en prod, on sait pas trop comment ça fonctionne et ça marche ou ça marche pas. Je trouve que c'est hyper intéressant de savoir un peu comment ça marche derrière parce que nous ça peut nous permettre d'optimiser ou pas les choses et de mieux connaître aussi. On a des problématiques qui sont pas forcément les mêmes et on peut aller dans le même sens, optimiser des choses. Ouais. Donc pour revenir à la question, je pense que c'est très important, même si dans on va dire les ayatollahs peut-être diront qu'il ne faudrait pas, mais il y a des problématiques notamment depuis la partie cloud, enfin depuis le cloud, qui sont ton application elle peut être stateless ou pas stateless, elle peut mourir à tout moment et se faire recréer ailleurs. Donc on va dire pour comprendre tout ce qui est je vais prendre un exemple simple, le monitoring. Pour comprendre le monitoring de ton app, il va se passer des trucs que tu ne comprends pas et si tu ne sais pas comment ça se passe derrière côté infra, tu ne pourras pas comprendre. Donc voilà, typiquement, je vais avoir plusieurs instances en parallèle qui tournent de mon application. Il y en a qui meurent, c'est normal, elles recréent, ça scale up, down, etc. Enfin, moi, je trouve ça hyper intéressant de comprendre. Et pareil pour les releases. Un autre exemple, c'est comment tu releases. Est-ce que la release, elle est en gros, on arrête ton appli et on reprend la nouvelle version et elle redémarre, ou est-ce que c'est en parallèle et en parallèle tu peux avoir deux versions concurrentes qui tournent en même temps le temps de la release, quoi. Ouais. En fait, il y a quelques temps, j'ai reçu le responsable de l'équipe Android de Deezer qui a tenu un propos sur ce podcast, qui a généré un extrait vidéo qui a été la vidéo la plus vue sur TikTok, où il dit qu'il regrette de voir de plus en plus de devs qui ne connaissent pas la différence entre TCP et UDP. Alors, je suis conscient que ce n'est pas forcément des sujets d'infra en tant que tel, mais tu vois, mais ça adresse ce sujet de est-ce qu'il faut connaître des choses au-delà de simplement sa pure stack techno. Je pense que les gens qui écoutent ce podcast, et c'est aussi pour ça que moi je le fais, c'est parce qu'on est justement des personnes qui avons envie d'en découvrir un peu plus. Mais est-ce que tu penses, effectivement, comme lui et comme d'autres, que c'est une nécessité
pour être un bon développeur, une bonne développeuse, Oui. de connaître d'autres choses. Oui, bah, complètement. Enfin, on va pas se mentir. Plus on connaît de choses, alors pas forcément dans le détail, mais les grands concepts, on va pas dire, ok, je connais Kubernetes, mais Kubernetes, il marche comme d'autres orchestrateurs dans les grandes lignes, et de connaître un peu le fonctionnement de ces choses-là, on va dire la théorie, je pense que ça aide complètement. Mm. Comme bah, quand tu es back, si tu connais un peu comment marche un système de base de données, ça peut aider à faire des choses. Tu sais que derrière, c'est un SQL ou un NoSQL, c'est pas forcément la même chose. Et même si pour nous, quand on l'utilise, ça peut paraître assez abstrait, etc., derrière, c'est bien de comprendre les mécaniques un peu internes pour optimiser ou comprendre des bugs. Ouais. Attends, j'ai une question qui m'a échappé. Ah oui, toi qui donc a été dev et qui maintenant est sur des sujets d'infra, est-ce que tu te souviens d'une espèce de un moment, une épiphanie ou un truc où tu vois quand tu as découvert un peu tous ces sujets d'infra de manière quand même plus précise et plus approfondie, où il y a un truc où un apprentissage où tu t'es fait ah ouais, truc de ouf en fait, c'est ça. Alors là, j'ai pas en tête, mais tu vois, bah, alors, quand chez Criteo, on n'avait pas du Cube, on avait du Mesos. Et en gros, on a dû basculer les applications qui étaient des applications, on va dire, clients lourds avec des bons vieux .exe sur des machines Windows où il y avait une machine Windows, une appli, qu'ils ont fait la bascule pour passer sur Mesos. Bah, justement, tout le changement de paradigme de dire ok, bah maintenant tu as un pool de machines, ton app en fait elle peut tourner sur telle machine ou telle machine, ça sera pas forcément les mêmes specs techniques, ça sera, enfin voilà, il y aura un startup, il y aura des choses à faire. Et tout ce paradigme là en fait de dire bah, moi je ship un conteneur et le conteneur en fait n'importe quelle machine le prend et peut le runner. Ok. Voilà, et après j'ai digué un peu sur toutes les parties, comment fonctionne Cube, etc. Et je trouve ça super intéressant, même si vous connaissez pas trop par curiosité. Alors il y a Émilie Vache qui a fait un petit bouquin très visuel sur les concepts de Cube et des orchestrateurs en général de manière visuelle. Et je trouve ça vraiment super intéressant Ok. à regarder. Pour revenir du coup sur le sujet principal de cet épisode, où c'est de parler effectivement de génération de clusters et de tous ces outils qui vont autour, pour nous aider du coup à plonger dans le sujet, est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites chez Kovri? Ok. Donc la genèse du projet, c'est en fait justement de dire bon bah voilà, on a des devs d'un côté qui veulent shipper des choses rapidement et qui n'ont pas envie de forcément connaître tout comment marche chez un cloud provider pour setuper les machines, faire le provisioning, tous les problèmes de droit, etc. Donc l'idée c'était de dire bah moi j'ai juste un repo Git ou une image Docker, je veux la shipper et je veux qu'en fait je puisse y accéder publiquement sur internet. Donc d'un côté on a ça et de l'autre on a pardon, l'idée c'est vraiment d'autoriser un peu d'abstraire cette couche là pour que n'importe quel dev puisse juste en mettant son repo Git faire clic et en gros son app est déployée sur un cloud provider et disponible sur internet. Avec une gestion automatique des problématiques de charge, de réplication. Exactement. Donc on va dire qu'on est opinionated, c'est-à-dire qu'on va toutes les questions de bon ben comment je release, toutes les questions que tu n'as pas envie de te poser au départ, on va te prendre un choix par défaut. Et ensuite, si tu as besoin de revenir dessus, je vais te donner un exemple, mais pour le réseau, on va faire un réseau par défaut. Si demain tu as besoin de changer de réseau, changer des règles réseau, avoir un truc hyper fine-tune, bah, tu pourras le faire. Donc en gros, l'idée c'est vraiment de te shipper un cluster avec les bonnes pratiques. Par défaut, ça marchera. Et ensuite, si toi, en fonction de tes besoins, etc., tu vas pouvoir fine-tune ce truc-là en connaissant un petit peu ce qu'il y a dessous, donc du cube. Donc tu ne seras pas limité. Voilà, Ok. quelque chose de flexible. Mais donc ça veut dire qu'on se disait au début que c'est nécessaire pour des devs de connaître ces sujets d'infra et de maîtriser quand même un petit peu au-delà de simplement leur langage. Au final, ce que tu permets, c'est que justement, j'ai plus besoin de me poser ces questions-là Alors, et j'ai pas besoin de savoir en fait. Je te donne mon code et tu le. Alors je nuancerais juste de dire tu n'as pas besoin de connaître la solution qui tourne dessous, mais on va dire les grandes lignes, les bonnes pratiques, il faut les connaître. Bah, par exemple, ton application, il faut que tu mettes un nombre de réplicas, que tu dises comment elle scale, etc. Ces choses-là, maintenant, c'est des trucs qui sont, on va dire, acquis sur la partie cloud, qui sont bien à connaître. Et ça on l'abstrait pas, quoi. Ouais.
Est-ce que ces sujets aussi effectivement de clusterisation, de maîtriser Kubernetes et ces problématiques de scale, de comment est-ce qu'on scale, et peut-être même d'une certaine façon de conteneurisation. Est-ce que c'est pas encore aujourd'hui réservé quand même à une certaine catégorie d'entreprise qui a une certaine volumétrie? Ou est-ce que pour toi, par exemple, la conteneurisation, ça devrait être day one, quelle que soit l'entreprise, on commence avec un environnement containerisé? En fait, alors j'ai pas la réponse à la question, mais si je me mettais à la place, en fait, je ne vois pas de raison pour ne pas commencer avec une image. Enfin, avec un conteneur. Je vois pas à quel point ça peut aller plus vite de pas faire comme ça. Donc je dirais que, enfin, de facto, oui, ça doit devenir un nouveau standard. Ouais. Enfin, c'est le standard, quoi, on va dire. Mais tu vois, cette notion aussi de réplication, de scaling de ton app, ça, c'est des problématiques qu'au final, assez peu de gens ont, en vrai. Bah si tu prends n'importe quel, même un site e-commerce, il va dire j'ai un pic de trafic à cette heure-là, j'ai un pic de trafic pour Black Friday, etc. Donc c'est des choses alors forcément, hein, si tu déploies quelque chose sur un Heroku ou sur un AWS beaucoup plus managé, genre un EBS, tu pousses tous les curseurs à max et ça va aller, sauf que tu vas payer très cher et ça sera pas forcément en lien avec tes besoins. Donc je dirais qu'il n'y a pas de... Enfin oui, moi je dirais qu'on doit commencer là-dessus. À quel point est-ce que ces différents outils, ces différents orchestrateurs te permettent de t'abstraire complètement des concepts effectivement de cluster et de réplication, le fait d'avoir quand même plusieurs machines qui vont tourner sur un même environnement avec toute cette notion de serveur primaire, serveur secondaire, qui contient la source de vérité, toutes les données qui se dispersent. À quel point est-ce que ça te permet de t'abstraire complètement de ces sujets-là et de juste faire ton code sur ta machine et de te dire si ça marche là, normalement ça marche après derrière? Alors la bonne nouvelle, c'est que tu peux faire tourner un cluster cube sur ta machine. Donc ça marche en local, du coup, si ça marche sur ton cluster sur ta machine, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas sur le cube déporté. Alors je suis pas sûr d'avoir compris la question, mais par exemple, tu vois, sur les choix, on va dire, nous, par exemple, sur les bonnes pratiques, sur les clusters managés qu'on propose, on va obliger d'avoir minimum 3 réplicas, donc 3 nœuds. Et en fait, sur AWS, par exemple, tu as 3 zones par région. C'est d'avoir un nœud dans chaque région. Comme ça, si tu as une région qui tombe, tu as toujours de la redondance. Là où, quand tu avais une machine, si le cluster il est out, du coup, tu perds tout et tu n'as pas cette histoire de redondance. Pareil, s'il y a une zone qui tombe, enfin une zone dans la région qui tombe, tout sera mort si tu n'as qu'un réplica là-bas. Donc en fait, c'est, on va dire, des bonnes pratiques qui te permettent d'être beaucoup plus résilient. Ok. Mais les devs ne se posent pas la question, en fait, c'est comme ça marche comme ils espéraient que ça marche, mais derrière il faut savoir que c'est comme ça. Enfin, ils n'auraient pas forcément fait ce choix sans avoir buté une fois dessus. Ouais. Mais du coup, c'est des questions que tu n'as plus à te poser. Non. C'est du coup aussi des sujets que tu n'as plus besoin de connaître au final. Non. Est-ce que ça peut pas être aussi un... Enfin, tu me diras, tu peux toujours faire l'effort de dire, ok, j'ai envie de comprendre comment ça marche et d'aller diguer. Mais c'est plus une nécessité. Non, pas forcément. Après, ça dépend, parce qu'imagine, tu fais tourner quelque chose dans une région en Europe, tu vas créer une base de données, comment ça communique si c'est pas dans la même région, etc. Donc forcément, tu devras essayer de comprendre un peu l'histoire. Ouais. Qu'est-ce que vous apportez comme abstraction ou justement comme concept qui permet... Parce que Kubernetes, c'est quand même pas un outil qui est forcément hyper simple à maîtriser de premier abord pour un dev. Hein. C'est un vrai outil de professionnel, donc il faut quand même un peu de training et de formation dessus. Vous, en fait, vous apportez une abstraction supplémentaire au-dessus de Kubernetes ou comment ça se passe? Exactement. Donc nous, en fait, on se base vraiment sur Kubernetes. Enfin, on pense que c'est un super outil et qu'il n'y a pas besoin de tout réinventer. Juste ce qu'on permet, c'est pour avoir un peu une expérience comme sur Heroku, mais sur ton compte cloud à toi. Donc par exemple, donc nous, la solution, elle est cloud agnostique. Donc par exemple, tu pourrais dire... j'ai ma petite app pour faire mes podcasts, c'est un conteneur forcément. Du coup, je vais la déployer sur AWS parce que y a la région à Paris, je sais qu'elle est bien. Ça me coûte un peu plus cher, mais voilà, elle sera dispo ici.
Et donc là, toi, tu vas juste mettre ton Git ou ton container et tu vas pousser et ça sera bon. Donc nous, on va automatiser toute la création du cluster avec les bonnes pratiques. Donc ça, tu n'as pas besoin de t'en occuper. Et après, tu vas créer ton app pour dire, mon repo Git, il est là, mes paramètres, c'est là, l'URL, c'est ça, je veux mettre tel DNS, tel droit, tel setting, etc. Et ça va marcher. Là où après, nous, on va un peu plus loin et où c'est intéressant, c'est qu'on est cloud agnostique. Donc là, tu vas pouvoir dire, ok, bah maintenant AWS, ils abusent un peu, ils ont vraiment augmenté les prix, je vais basculer chez Scaleway par exemple. Donc tu vas créer un cluster Scaleway et en fait tu vas prendre ton premier environnement qui tournait chez AWS, tu vas faire cloner, targeter le nouveau cluster Scaleway et en fait tout va marcher. Donc il faudra juste faire la bascule de DNS. Voilà, donc c'est pour abstraire un peu toutes ces problématiques là. Pour dire voilà, tu as besoin de dire bah, c'est chez AWS, il faut que je fasse ce réglage là c'est chez Scaleway, c'est un autre réglage, etc. Et après, on ajoute d'autres trucs. Par exemple, tes clusters, enfin tous tes environnements dev, t'as pas forcément envie qu'ils tournent H24. Enfin, la nuit, tu vas pouvoir les éteindre pour faire des économies, etc. Donc, toute cette couche-là, la couche de droit de gestion des utilisateurs, par exemple, chez nous, pour dire, t'as un pool d'utilisateurs, c'est des devs, t'as un pool d'utilisateurs, c'est plutôt des SRE, des DevOps, qui vont avoir le droit de modifier la partie cluster, etc. Voilà, donc on ajoute un peu une couche sympa au-dessus, en plus d'avoir une UI un peu sympa. Parce que je sais pas si tu as déjà vu la UI côté console AWS, c'est très complexe. Enfin, c'est pas là où ils ont mis le plus d'efforts. Après, elle marche très bien, c'est sympa, mais je trouve que c'est très compliqué. Et pourquoi ce choix de Cube, qui est pourtant pas la solution universelle dispo partout alors, ce qui est intéressant, ça vient. Alors là, on est en train de voir que c'est quand même en train de devenir le de facto, quoi. Que ça soit du point de vue de la communauté, de tous les projets, j'ai l'impression que ça devient un peu le standard. Et ça venait vraiment on va dire, des fondateurs de Kovri, il y en avait un chez Criteo qui a opéré du coup Mesos à assez haut niveau. Et en fait, ils ont vu Kubernetes monter. Et en fait, lui, il a commencé à suivre le projet dès le départ et même le mettre at scale et voir que ça marchait très très bien, quoi. Donc c'était facile à opérer. Donc au début, on peut l'opérer chez toi sur tes machines, tu peux l'installer toi et l'opérer toi. Et là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise un cube managé. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, on utilise la partie managée du cube chez AWS. On va dire, donne-moi un Kubernetes managé. C'est-à-dire que c'est eux qui gèrent toute la partie control plane, l'install des kubelets, etc. Et donc, nous, on a juste, on va dire, l'API cube et on vient se mettre par-dessus, quoi. Donc, voilà. Et j'ai l'impression que tous les cloud providers, la plupart, ont une partie cube managée. Et donc ça, pour moi, ça veut dire que c'est en train de devenir le standard. Mais du coup, parmi tous les autres... alors, ma question va peut-être pas paraître con, mais parmi toutes les autres solutions qui existent, il n'y a pas un moment où, du coup, vous avez peut-être envisagé de se dire, en fait, cette abstraction supplémentaire qu'on apporte, parce qu'au final, tu aurais pu choisir n'importe quoi comme outil derrière, vu que tu rajoutes une couche. Oui, non, là, la question se pose pas pour le moment. Mais peut-être qu'elle se posera. Mais là, non. Cube, on trouve que c'est le bon compromis parce que on peut l'administrer, il y a plein de choses à faire à côté. Et ce que je veux dire, c'est que c'est pas du tout lock-in. C'est très flexible. On pourrait créer un cluster Cube avec Kovri. Et après, dans quelques années, on dit on débranche Kovri. Et en fait, on opère ce cluster Cube à la main et c'est nous qui faisons les choses. En fait, c'est pas limitant, on n'est pas du tout locké. Donc, c'est ça qu'on trouve intéressant. Ok. Et sur le... Attends, j'ai perdu ma question. Donc, vous, aujourd'hui, vous gérez plusieurs clusters, c'est ça? Mais du coup, vous les opérez vous-même ou en fait, c'est chaque client qui... Alors, nous, le pitch, c'est de dire, là où sur un Heroku, par exemple, si tu crées ton cluster, c'est sur l'infrastructure de Heroku. En fait, tu n'as pas de notion de cluster, mais si tu déploies ton app, en fait, elle va tourner sur le compte cloud de Heroku. Nous, l'idée, c'était vraiment d'être, pas non intrusif, mais que les utilisateurs possèdent leurs données et leur compte cloud. Donc, en gros, nous, quand les utilisateurs viennent chez nous, ils nous donnent un accès à leur compte cloud pour créer les clusters, mais les clusters sont créés sur leur compte cloud. Okay. Donc s'ils nous coupent les accès, en fait, eux, ils gardent tout ce qu'on a créé et ils peuvent ça vivre continue à sans tourner. Kovri. Voilà, il n'y a pas de chose. Du coup, j'ai perdu le fil de ta question. C'était sur votre
votre niveau Oui. de gestion en fait de ces différents environnements. Voilà, donc après on a plusieurs offres, mais on va dire que la version standard, c'est de créer en fait un cluster qu'on appelle manager. C'est-à-dire que nous, on va leur créer le cluster donc sur leur compte cloud. Et on va gérer toute la partie embêtante de Cube, c'est-à-dire les upgrades. Ils sortent une upgrade tous les 3 mois. Donc en fait, c'est un peu la course, une version mineure. Donc là, nous, on est en 1.30. On sait que dans les prochaines semaines, là, il y a l'1.31 qui sort. Donc en gros, c'est nous qui allons opérer tout ça. Donc en gros, on boot le cluster, on installe tout ce qui va bien pour qu'il puisse être opéré, donc à savoir external DNS, Cert Manager pour avoir les certificats, les Nginx pour exposer les apps, pour faire les LB, etc. Voilà, donc en gros, il est prêt à être opéré. Ça, c'est la version standard. Et donc, quand on dit qu'il est managé, c'est nous qui gérons la montée de version, les upgrades de Nginx, les upgrades de tout ça. Ça, juste pour se rendre compte, chez nous, c'est quasiment une personne à temps plein qui fait ça pendant 3 mois en fait pour chaque upgrade. Donc ça nous prend une ressource nous quoi. Et ce qu'on voit c'est qu'on a pas mal de clients qui en reviennent parce que ils avaient un cluster cube, ils ont sauté quelques versions au départ, mais là après il faut qu'ils fassent une montée de version, il n'y a rien qui marche, il y a tout qui casse et c'est vraiment un pain point énorme et t'as pas envie c'est pas ton cœur de métier, t'as pas envie de dépenser de l'argent là-dessus, donc tu le fais pas. Donc ça on va dire que eux c'est hands-on. Ils déploient leurs apps, ils ont leur cluster et nous, c'est nous qui nous assurons que tout marche, même que leurs apps soient soient compatibles sur la nouvelle version, etc. Et donc, ça, sur les cluster managers, on a plusieurs centaines. Et donc, nous, chez nous, c'est nous qui nous occupons de faire les upgrades. Donc, on va dire, là, aujourd'hui, on a fixé quelque chose. Par exemple, on va redéployer tous ces clusters. Et on va monitorer que ces clusters tournent bien, que les apps des clients continuent de tourner, etc. Ok. Donc ça, on en a plusieurs centaines. Et après, on a une autre offre où c'est OK, on ne crée pas l'infrastructure pour toi parce que tu es une grande banque ou parce que tu as ton fine-tune de Kubernetes qui ne sont pas les mêmes que nous et où tu as envie de garder la main dessus. Tu vas dire, ça c'est mon cluster, mais moi j'adore l'expérience Kovri. Donc du coup, je veux pouvoir déployer mes applications via Kovri sur mon cluster que j'opère moi-même. Donc là, en fait, il va pouvoir installer le contrôleur Kovri, dire mon external DNS il est là, mon Nginx il est là, j'ai mon Cert Manager, ça fait ça. Et en gros, après un peu de setup, il est prêt à déployer, avoir l'expérience Kovri sur son cluster à lui. Mais là, du coup, c'est lui qui gère la partie upgrade. Ok. Nous, on n'opère pas du tout son infra là-dessus. Ok. Quel est l'impact côté dev, alors que ce soit qu'on utilise Kovri ou d'autres outils qu'on utilise directement, Cube par exemple, c'est quoi pour toi la différence d'impact sur le métier de dev au quotidien? Tu veux dire d'utiliser Cube ou de ne pas l'utiliser? De Cube ou Kovri ou d'autres versus pas l'utiliser éventuellement. Ouais, après on peut aussi imaginer utiliser rien de tout ça. En fait, en tant que dev, tu vois, ça va un peu dans la mouvance de tout ce qui était, on va dire, DevOps. Là, dans la philosophie, c'est de dire... donc là, maintenant, c'est devenu un métier, ce qui est un peu à l'encontre de la philosophie, parce que du coup, c'était... de relier les gens entre eux. C'est ça, en fait, c'est toi qui construis le truc, c'est toi de le shipper, mais là, du coup, c'est d'autres personnes qui le shippent pour toi. Là, en gros, c'est de dire, tu construis ton appli, c'est toi qui connais, et c'est toi qui vas la shipper via Kovri. Parce qu'en fait, c'est toi qui vas cliquer sur Deploy, c'est toi qui vas setter les choses, et tu vas voir un peu ce qui se passe, tu vas pouvoir suivre, et c'est toi qui as les clés du camion. Là où, si tu n'utilises pas de solution, donc que ce soit Kovri ou autre, en fait, pour un dev, ça va pas du tout être trivial de shipper, son appli, parce que, ok, alors je la ship où, comment je la ship, comment je monitor qu'elle a été bien shippée, etc. Toute cette couche-là, en fait, c'est hyper intéressant, mais ça te rajoute, en fait, ok, comment je fais? Ouais, mais tu vois, alors, je sais pas si c'est un débat de vieux con ou pas, mais je pense que c'est quand même un débat de vieux con. Je vais commencer du coup la phrase comme effectivement un vieux con. Moi, à mon époque, quand on voulait shipper effectivement une app en prod, il y avait tout un travail à faire qui, mine de rien, t'obligeait à te confronter à des problématiques. Tu étais obligé d'apprendre en fait les différentes couches, les différents services que tu setupais. Monter un cluster, c'était une tannée. C'est-à-dire que c'était un... ça prenait vraiment plusieurs jours, en tout cas quand on était incompétent comme moi. C'était... Mais ça nécessitait en fait de te mettre le nez dedans et d'apprendre énormément de choses.
qui te servaient, mine de rien, après plus tard. Donc, j'entends que ces outils sont une nécessité parce qu'aujourd'hui, de par l'explosion des trafics, et des demandes et des besoins, on peut plus créer des clusters à la mano et rajouter un serveur à la mano. Enfin, c'est plus gérable. Ça se fait. Mais bon. Ça se fait, mais en fait, il faut une équipe colossale en fait, pour réussir à manier ça. Mais il y a effectivement parfois l'impression que c'est aussi une perte d'apprentissage pour toute une population qui n'a plus besoin de se confronter à ces problèmes-là. Oui, bah c'est sûr, c'est sûr. Après, tu vois, tu dis, bah, tu montes un cluster, ok, ça va t'embêter un coup. Mais après, qui l'opère? C'est-à-dire que toi, faire passer les patchs de sécurité sur ton cluster que tu as monté à la mano 3 ans avant, enfin, tu vois, tout ça, c'est des trucs que tu n'as pas. Enfin, c'est déjà, alors potentiellement, tu as envie. Mais de deux, est-ce que tu as les compétences? Est-ce que tu es sûr qu'en gros, niveau sécu, c'est les bonnes pratiques, etc. En fait, pour moi, c'est du temps que tu perds sur autre chose. Alors, tu as la main, tu comprends, c'est sûr, mais je sais pas si c'est optimisé et optimal pour les boîtes. Tu vois, tu vas monter ton projet, toi, tu veux juste faire une appli qui fait un tout petit truc, mais tu vas devoir te poser la problématique de OK, comment j'installe mon cluster, qu'est-ce que je mets comme. Enfin, tu vois, qu'est-ce que j'installe comme load balancer, comment je fais, enfin, etc. Tu vois, en fait, j'ai l'impression que de faire comme ça, tu es obligé de te poser 1 milliard de questions qui devrait arriver normalement beaucoup plus tard. Ouais. Day one. Oui, mais en même temps, c'est des questions qui ont... Enfin, tu vois, on est là aussi justement pour apprendre. Je trouve que c'est des questions qui, quand même, qui apportent beaucoup de... Enfin, je trouve que c'est des questions intéressantes à se poser, tu vois, aussi. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et c'est bien, hein, mais après, voilà, ça dépend où est-ce que tu places le curseur. Donc, toi, du coup, tu as été... t'es arrivé chez Covry parce que tu avais déjà commencé à te poser ces questions-là et tu avais envie de bosser sur des sujets d'infra, où toi, au final, tu te dis, bah, moi, je suis un dev back et le contexte, au final, te change, enfin, est pas forcément important plus que ça, mais ça t'a permis quand même d'apprendre aussi plein de sujets côté infra. Ouais, bah moi, j'avais comme la plupart des devs, hein, j'avais un petit pet project à côté avec mon petit cluster cube. Et pareil, bah, ça a bien marché. Puis après, au bout de 3 ans, bah, vas-y, il faut faire l'upgrade. Du coup, tu dois changer donc j'utilisais Traefik à la base, après ils ont changé de version, etc. C'était le bazar, donc fallait changer tout ça sans interruption, et c'est là que je me suis dit non mais en vrai c'est cool, mais là c'est un pet project et je suis en train de faire des trucs de fou juste pour ça. Et c'est là que j'ai rencontré le CTO, donc Pierre, parce que j'ai dit parce qu'il bossait chez Crypto aussi, j'ai dit t'avais fait un blog post sur tel truc, et on a commencé à parler un peu comme ça. Et c'est là où j'ai vu la vraie valeur de Covry ou des orchestrateurs de manière générale, de dire ok, moi c'est pas mes compétences, j'ai pas envie de me focus là-dessus, et j'ai envie d'avoir la main, je peux aller voir si je veux, il n'y a pas de problème, mais c'est pas, je veux pas faire ça. Ouais, faut pas que ça devienne chronophage au point. Pour un pet project de un week-end, monter le truc, c'est marrant, en fait, pour comprendre, mais j'ai pas envie de l'opérer pendant 5 ans derrière, quoi. Et puis le côté, c'est marrant, en fait, une entreprise, elle s'en fout un peu du côté, oui, c'est marrant de gérer ton pet project à 5 minutes. C'est ça, mais après, du coup, voilà, le truc, c'est que tu peux mettre la complexité où tu veux. Si tu as envie de gérer l'infra et de tout fine-tuner, tu peux le faire, parce que c'est nécessaire pour ton business, et que tu penses que s'il faut, oui. Enfin, tu vois, après, on pourrait partir du truc, pourquoi tu codes pas tes drivers sur tes routeurs, parce que, tu vois, voilà, chaque fois, c'est toujours la même question. Oui, c'est vrai que oui, non, j'entends la question. C'est vrai qu'on peut aller effectivement extrêmement loin dans l'optique de se dire si tu veux tout faire, fine, fais tout, mais en fait, le moins de projets te prend 2 ans, quoi. C'est ça. Pour moi, maintenant, le cloud, c'est un nouveau service. Et en gros, toi, c'est une nouvelle couche d'abstraction de dire donne-moi une base de données managée. Je sais pas comment l'installer, je sais pas comment aller opérer, mais je sais que ça marche parce que c'est toi qui gères les réplicas, les backups, les snapshots, etc. Et voilà, c'est une mise à dispo de service. Et nous, en fait, après, on se base dessus, quoi. Ouais. En fait, tu sais comment ça marche, mais toute la partie embêtante de gestion des problématiques, c'est fait par des gens qui savent faire, donc le cloud provider, typiquement. Ouais. Attends, j'essaie de formuler parce que je suis toujours un peu... alors peut-être que je reviens sur le même sujet, mais en fait, je trouve qu'effectivement, ça apporte une
une facilité dans le métier, parce qu'effectivement, comme tu le dis, c'est au final, moi, je m'en fous de savoir si j'adresse le serveur 1, le serveur 2 ou le serveur 4000. Moi, ce que je veux juste, c'est accéder à ma donnée et pouvoir te faire un update quand j'en ai besoin. Donc ça, j'entends que ça apporte effectivement énormément de confort aux devs. Mais tu vois, tu parlais aussi tout à l'heure de DevOps. La philosophie de DevOps, c'est quand même de rapprocher ces deux métiers pour qu'ils communiquent mieux. Ce côté de dire, au final, tu t'embêtes plus de tout ça et on le fait à ta place, il y a aussi un peu un côté de dire, ok, en fait, on sépare nos métiers, chacun fait ce qu'il a à faire et les vaches seront bien gardées. Alors c'est marrant, je le vois pas vraiment comme ça, parce qu'en fait, tu as la partie infra où oui, spawner de l'infra, créer de l'infra, enfin, de faire la partie réseau, etc. Ça, pour moi, c'est vraiment le métier d'infra. Enfin, voilà. Et pour moi, la partie DevOps, c'était, ok, ben, on connaît un petit peu d'infra, on connaît un petit peu de code, et en fait, nous, notre but, c'est on prend ce code-là et on le balance sur notre infra, quoi. Et là, ben, ce qu'on est en train de dire, c'est de dire, ben, si tu es un DevOps, en gros, tu vas pouvoir utiliser notre techno parce que ben, ça va te simplifier la vie. Et si t'es dev, bah, c'est super parce qu'en fait c'est toi qui vas cliquer sur le bouton et c'est toi qui own ce truc là en fait, mais sans aller dans l'infra. Ok, ouais, je vois. Ouais. Canon. Il y a aussi un autre aspect qui nous touche nous en tant que dev, c'est toute la notion de staging, qui est parfois, selon l'entreprise, selon les contextes, des sujets plus ou moins maîtrisés, plus ou moins faciles à aborder avec ces environnements-là. Comment ça se passe dans un environnement avec Kovri? Alors, bah, tu as plusieurs choix. Nous, ce qu'on préconise, on voit souvent les clients qui ont, on va dire, 2 clusters, enfin, oui, allez, 3 clusters. Ils ont un cluster de dev, donc là, c'est là où ils vont pouvoir spawner leur preview env, donc ça, je vais y revenir. Un cluster de staging où ils font tourner leur pré-prod, juste histoire d'isoler. Et après, un cluster de prod où ils font tourner tout ce qui est prod. Après, tu peux faire tout tourner sur un seul cluster. C'est safe, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est d'avoir des choses. Imagine, tu fais quelque chose de vraiment. Enfin, déjà, tu as envie de pouvoir faire scaler de manière différente ton cluster de staging du cluster de prod. Et pour on va dire des règles de gestion de droit, etc., ça nous semble beaucoup plus pertinent d'avoir des clusters différenciés. Bah, tu vois, typiquement pour les upgrades. Là, les dernières upgrades qu'on a fait, donc on a fait un 29, un 30. Nous, on va dire à nos clients, on va vous passer l'upgrade de Cube sur vos clusters de pré-prod, donc de staging, 2 semaines avant de faire sur votre prod. Comme ça, eux, ils ont le temps de voir, ok, donc nous, on va monitorer que tout s'est bien passé, mais après, eux, s'ils découvrent des comportements bizarres sur leurs apps, au moins, ils ont le temps de voir. Alors que si tu n'as qu'un seul cluster, et que ça se passe pas, ça se passe pas bien. Et donc, du coup, on peut EP autant de staging dont on a besoin. Alors ça, voilà, exactement. Donc imagine-toi, tu vas créer ton cluster, donc tu as besoin de ton projet, tu vas faire ton truc vite fait, tu vas déployer ton app. Et là, tu vas dire, en fait, ça serait trop cool de pouvoir avoir une version staging de mon app. Donc soit tu fais un clone de ton app qui est en prod, et en fait, tu vas pouvoir targeter ton cluster et dire, ça c'est ma version staging. Et donc pareil, on a la notion d'environnement. Donc en gros, tu as ton environnement, tu vas avoir ton app, ta base de données, ton front par exemple. Donc ça fait une grappe. Et en gros, dans ton app, nous, on va exposer le lien vers ta DB, le lien de ton front, etc. Toutes ces choses-là. Et si tu le clones, en fait, on va aussi réécrire ces liens-là. Donc ça veut dire que tu vas pas avoir besoin de te redire « Ah, c'est quoi la nouvelle URL de ma DB, le nouveau mot de passe, utilisateur, etc. » En gros, ça, tu n'as plus besoin de le faire. C'est-à-dire que ça va marcher automatiquement. C'est-à-dire que ton app de staging, elle va taper ta DB de staging, etc. Donc on va tout recréer. Ok. Et donc pareil sur le cluster, tu vas pouvoir dire ça tourne sur le même cluster ou sur un cluster séparé. Donc en gros, ça prend littéralement 3 secondes. Oui, parce qu'en fait, pour vous, et de manière générale pour un orchestrateur, en fait, que ce soit un environnement de prod, de staging, de preview, de ce que tu veux, en fait, c'est pareil, quoi. C'est la même chose. Après, ce qu'on voit, c'est que vu que tu n'as pas le même scale sur la preview ou sur la prod, tu n'auras pas forcément les mêmes machines, les mêmes tailles de machines, tu n'auras pas forcément les mêmes ressources. Tu as ton appli de prod, tu vas lui allouer beaucoup plus de mémoire ou beaucoup plus de CPU ou beaucoup plus de réplicas que sur ta staging. Donc ça te permet de faire ça. Mais donc ça, c'est assez intéressant parce que du coup, tu clones exactement ta prod, tu changes les 4 valeurs de variables d'environnement que tu as besoin et ça fonctionne.
Et après, de la même façon, on a une feature qui s'appelle donc pour les preview env. Là, en gros, c'est tu as ton appli avec ta grappe et tu vas dire moi j'ai fait une PR là sur cette app et en gros je veux tester ma version de cette app là. Donc en gros, on va recréer un environnement parce qu'on sait que tel environnement il a besoin de tel DB, tel front. Et en fait, on va spawner un environnement entier sur ton cluster avec ta version. Donc tu auras ta version patchée de l'appli avec ta version de la DB avec tes données, etc. ou ta version patchée de la DB, etc. Tu vas pouvoir tester vraiment en silo. Depuis ta PR. Depuis ta PR. En gros, sur les PR, par exemple sur GitHub, tu vas dire /PR release et en gros, il va spawner un environnement de preview. Toi, tu vas pouvoir aller cliquer, on va mettre directement les liens, les DNS, etc. Tu vas pouvoir aller voir et à la fin, quand ta PR elle est mergée, on shoot la preview et toi, tu peux aller l'arrêter parce que c'est le soir, etc. Mettre des règles pour dire mes previews ne tournent pas le soir. Mais pour tout ce qui est partie recettage et tout, voilà, c'est très pratique. Ouais, hyper pratique. Ouais. Voilà. Donc ça, c'est le use case des preview env. Et après, même pour la partie prod, tu vois, pour faire les migrations ou pour, par exemple, tu as envie de changer de région. AWS, tu es à Paris, mais tu as envie de potentiellement ouvrir les US pour. Voilà. Tu fais un clone et tu auras ta production qui est répliquée aux US de la même façon. Donc, que ce soit juste sur le même cluster ou tu crées un cluster différent et tu déploies. Quoi. Donc, les migrations se font vraiment. On a plein de clients. Alors, du coup, sur ces clones, est-ce que aussi de manière automatique, tu peux mettre en place des réplications d'un clone à l'autre pour que, par exemple, ta région Europe en fait, soit automatiquement répliquée. Tu vois, que quand tu as une donnée qui est modifiée en Europe, ce soit aussi modifié côté... Ouais, alors ça, nous, pour tout ce qui est environnement de preview et les choses où c'est pas, on va dire, important de perdre la data, en fait, on va pas spawner des vraies bases de données parce que ça coûte cher. En fait, on spawn des versions conteneurisées des bases de données. Donc il y a un volume et tout ça, mais c'est pas répliqué. Et après, pour vraiment faire de la prod, nous on prône le fait d'utiliser le service managé d'AWS ou des cloud providers, parce que ça, ce sont on va dire des problématiques des cloud providers, de dire j'ai ma base de données, je gère la main et les autres comme ça, la réplication c'est comme ça c'est pas nous qui gérons quoi. Je trouve ça intéressant que vous aussi, tu vois, de la manière que le dev va s'appuyer sur vous pour faire tout un tas de trucs, il y a un moment où vous aussi vous dites, en fait, on va s'appuyer aussi sur la personne en dessous pour faire plein d'autres trucs. Tu vois, on a plein de personnes qui nous disent, tiens, j'ai une base de données, je veux la cloner ailleurs ou je veux... comment je fais ? Si c'est une base de données de prod, tu vois, tu as plein de problématiques de comment tu la migres, parce que le temps que tu la migres, du coup, c'est-à-dire qu'elle va être offline. Si tu mets les deux en parallèle, comment tu fais la réplication des données pendant que l'autre elle est en train de... comment tu fais ? Et ça, c'est vraiment des problématiques qui sont... pas dans notre... qui sont intéressantes. Qui sont très intéressantes, mais c'est... alors déjà, c'est très touchy et c'est un métier, quoi. Donc, voilà. Donc, du coup, dans le volume de ce que vous gérez, à quel point est-ce que vous utilisez votre propre solution pour gérer parce que du coup, il y a aussi un effet de cascade, en fait, qu'on peut imaginer. Donc, nous, alors, tous nos clusters à nous qu'on utilise en interne, donc notre control plane pour gérer les déploiements des clients, etc., tout est géré avec notre solution. Donc là, au début, on gérait un peu tout à la main avec des fichiers Terraform et des déploiements à la main. Et là, plus le produit a évolué, ça nous a permis aussi de voir les limitations de notre produit et de dire, mais en fait, on devrait arriver à gérer ça pour nous. Donc en fait, on a déployé les fonctionnalités pour le faire, tu vois. Mais on va dire 90% de notre infra à nous est gérée comme celle de nos clients, en fait. Nos clusters sont managés par nous. Et après, les 10% restants, c'est toujours un peu le sujet d'œuf et de poule. C'est-à-dire qu'en gros, tu as quand même envie de garder la main si jamais on venait à shipper quelque chose de vraiment très planté. Parce que si nous, on n'est plus capable avec notre solution de redéployer notre solution, en fait, du coup, tu vois, Covry serait mort, quoi. Ouais. Donc on a une partie, on a 10% de réserve sur ça, c'est vraiment notre core et on veut pas y toucher. Enfin, c'est nous qui gérons à la main. À la main, ouais. Okay. Enfin, alors à la main, c'est pas vraiment à la main, mais on va dire c'est pas managé, quoi. Ok. Mais donc du coup, vous avez un cluster de clusters, d'une certaine façon. Ouais. Alors on n'a pas un cluster de clusters, on a en fait donc nous, on a un cluster avec le control plane.
et nos solutions. Donc en gros, nous, le control plane, c'est donc on a un front-end. Le control plane, c'est de dire ok, tel client veut déployer un cluster ou son app sur son cluster, et c'est lui en fait qui va spawner les builds et les déploiements. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle le control plane, et on a un cluster de control plane. Ok, je vois. Et sur ces sujets de volumétrie, donc toi tu nous dis en fait que ces sujets de scaling, au final c'est des sujets que tu peux te poser effectivement day one. C'est quoi la taille moyenne des clusters que vous gérez aujourd'hui? Est-ce qu'on parle de 2, 3, 4, 5 Alors, 5 en nœuds termes ou 2 nœuds? Alors là, c'est là que c'est hyper intéressant. C'est que nous, plus ça va, plus on est en train de s'abstraire de la notion de nœud aussi. Parce que du coup, que ce soit donc sur GCP, en gros, ils ont sorti un truc qui s'appelle Autopilot. Et en gros, c'est eux qui gèrent les nœuds. Et en fonction de ton workload. Donc je te donne l'exemple, mais donc juste pour répondre à la volumétrie, on va dire 50% des clients, ça va être entre 3, qui est le minimum, et 10 nœuds. Après, on en a qui sont entre 10 et 20, on va avoir jusqu'à 90%. T'as une courbe. Voilà, et après, on a les très gros qui ont nos limites. Ouais. En sachant que le nombre de nœuds fait pas foi, parce qu'on a notre plus gros client, un de nos plus gros clients, qui ont des nœuds totalement énormes, donc ils en ont peut-être 20, mais les nœuds sont les plus gros nœuds que tu puisses prendre quasiment sur AWS. Okay. Et donc là, ça pose plein de questions, parce qu'après, tu vois, nos clients ils utilisent par exemple Datadog. Donc après, tu as aussi des optimisations à faire, parce que Datadog, tu payes par nombre de nœuds. Donc tu aurais intérêt à avoir, tu as un scale où en gros tu as intérêt à avoir moins de nœuds pour payer, pour payer moins Datadog en gros. Bref. Et donc côté AWS, donc c'est Carpenter, la feature qui sont en train de sortir. Et en gros là l'idée c'est de dire, au lieu de dire j'ai 3 nœuds et tu choisis une taille unique pour chacun de ces nœuds, c'est de dire je vais m'adapter en fonction de ton workload. Donc ça c'est pareil, c'est la tambouille de Amazon ou de GKE. Lui, il voit, ok, le client, il fait tourner tant d'app, il y a besoin de 10 CPU et 46 Go de RAM. Et en fait, c'est lui qui va spawner la machine qui va s'adapter au plus proche de ce que toi, tu consommes vraiment. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Donc, en gros, par exemple, tu vas pouvoir avoir une très grosse machine et à côté, une petite. Tu vas redéployer, ça va demander plus, donc il va enlever la petite, il va mettre une moyenne, ou il va dire là maintenant c'est plus cher d'avoir une grosse et une moyenne que d'avoir 3 moyennes, donc en fait il va changer ça à la volée. Okay. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'ils vont gérer aussi, donc que ce soit Google, Azure ou AWS, ce qu'on appelle les spot instances, donc c'est les instances à la demande, où en gros tu payes moins cher, mais si quelqu'un paye plus cher l'instance, ton instance elle va être rapatriée, donc ils vont te l'enlever. Et donc elle va disparaître et il va devoir t'en recréer une. Et donc ça, en termes d'économie pour les clients, c'est énorme. C'est-à-dire que, en gros, toute la couche de gestion de nœuds, maintenant nous on dit c'est AWS qui le gère, ou GCP. À quel point est-ce que tu penses qu'on va terminer dans un monde où nous en tant que dev, en fait, on sera tellement éloigné de ces sujets-là que on pourra écrire notre code en fait dans n'importe quel langage qu'on a envie et juste le pousser quelque part, et du coup notre base de données elle sera tu t'embêteras même plus à te poser la question de est-ce que je fais du SQL, du NoSQL, est-ce que je fais juste où est-ce que je range mes données. C'est juste tu dis là voilà, j'ai un bout d'information que je veux récupérer, là je veux le poser, tu vois, et que juste tu donnes, enfin tu vois, au final c'est des lambda quoi. Enfin, c'est déjà un peu le cas. Ouais, c'est déjà un peu le cas avec les lambda, mais tu vois, est-ce qu'à quel point ça va devenir la norme? Ah, mais je pense que ça l'est déjà un peu. C'est juste qu'après, tu vois, nous on a beaucoup de clients qui étaient sur ces solutions-là, qui après ils se posent des problématiques soit de tarifs, parce qu'en fait c'est beaucoup plus cher, de vendor lock-in aussi, parce que tu vois, autant Kubernetes c'est agnostique et c'est supporté par tous les cloud providers, donc tu prends un cluster cube qui tourne quelque part, tu le déplaces ailleurs, il marchera, quelques exceptions près. Mais tout ce qui est lambda, le cloud run sur ça c'est vendor lock-in, donc là tu es menotté à ton cloud provider et tu peux pas trop changer.
Donc je pense qu'il y a aussi un peu ces problématiques-là de dire, bon, bah, déjà ça me coûte très cher, j'ai pas la flexibilité que je veux, parce que tu vois, bah, typiquement EBS chez AWS, c'est une solution où ils font plus d'évolution, je crois. Ok. Et quand tu atteins un certain scale, en fait, ça ne marche plus. Et toi, du coup, bah, tu as un truc qui est simple, mais tu fais un truc très, 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 très compliqué pour arriver à gérer ton use case qui devient monstrueux, quoi. Et donc après, bah, tu veux pouvoir fine-tuner. Et voilà. Donc après, c'est toujours la même... En fait, tu veux que ce soit simple, mais tu veux pouvoir fine-tuner. Donc c'est toujours un peu ce truc schizophrénique. Qui est le fameux dilemme permanent des devs, c'est quand on veut un truc simple, mais pas trop simple non plus. Enfin, voilà, c'est ça, exactement. Canon. Merci beaucoup, Benjamin, pour cette discussion. J'aurais deux dernières questions pour toi qui sont les questions rituelles du podcast. La première, c'est est-ce qu'il y a un contenu que tu souhaiterais partager avec l'ensemble des auditeurs ? Oui, alors j'avais noté. En gros, un bouquin pour sortir un peu, enfin, qui sort pas vraiment de la tech, mais qui s'appelle Delivering Happiness. Il est assez vieux, mais en gros, c'est un peu l'histoire de Zappos, la startup aux États-Unis qui a ensuite été rachetée par Amazon. Mais en gros, c'est un peu, voilà, ils commencent dans leur garage. Je sais plus s'ils sont 2 ou 3 d'ailleurs, mais c'est un peu l'ascension de la boîte et toutes les questions que tu vas avoir au milieu, le rachat, l'embauche des premiers employés, déménagement, etc. Et je trouve que bon, ça s'applique à la tech, mais c'était très sympa. C'est un récit un peu start-upper qui est hyper inspirant. Ça, c'est le premier truc. Et ensuite, j'avais noté. Alors, je suis très consommateur de YouTube et je suis beaucoup la chaîne Core Dumped. Donc c'est quelqu'un qui explique très très bien les concepts un peu de base de l'informatique, donc tu vois c'est quoi un thread d'un process, etc. Donc lui il y a vraiment du contenu de très très bonne qualité. Et après de notre côté nous on fait beaucoup de Rust et il y a une chaîne YouTube qui s'appelle Tantan et donc TANTAN. Et alors là il est un peu barré lui, mais il fait du jeu vidéo en Rust. Donc moi je connais pas du tout le jeu vidéo, mais c'est toujours quelque chose où je me suis dit bah tiens j'aimerais bien savoir comment c'est développé, et on va dire qu'il vulgarise un peu ce truc là et il a recodé une partie de moteur de jeux vidéo en Rust justement, donc en gros t'as un peu toutes ces problématiques là et il le fait de manière un peu marrante et pédagogique, donc je trouve ça cool. Ok. Puis intéressant d'utiliser Rust pour faire du jeu vidéo, pour le coup c'est inattendu. Exactement. Canon, bah, écoute on mettra les liens bien évidemment en description. Et dernière question, de loin la plus importante, Benjamin, est-ce que tu es plutôt espace ou tabulation ? Je suis un peu embêté parce que c'est une question qu'il faudrait poser à mon linter, mais en gros je laisse faire le linter, mais je pense que je serais plutôt espace. Ok, très bien. Merci beaucoup Benjamin. Merci à toi. Et merci à tous d'avoir suivi cette conversation. Voilà, l'idée c'était effectivement d'apprendre des choses sur le fonctionnement de Cube si vous ne connaissiez pas déjà. Donc j'espère que ça vous a aussi amené à vous poser des questions. N'hésitez pas à diguer encore plus les sujets. C'est des sujets qui peuvent être effectivement très prises de tête, mais qui peuvent aussi être hyper passionnants. En tout cas, je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une très bonne fin d'année, des bonnes fêtes de fin d'année, parce qu'on sera dans cette période-là. Je vous souhaite aussi une très bonne année 2025 qui arrive. Je vous remercie comme toujours de partager ce podcast autour de vous. Je vous souhaite une très bonne fin de semaine. Je vous dis à la semaine prochaine. Et d'ici là, codez bien. Merci d'avoir écouté cet épisode de If This Then Dev et merci à toute mon équipe de Cosa Vostra à la production de cet épisode. Merci aussi à Alan, Ada, Linus, Bill, Steve et Steve de nous avoir ramenés jusqu'ici. Si ce podcast vous a plu, committez-vous en vous abonnant, déployez-le autour de vous et vous pouvez aussi nous faire une petite code review en nous laissant 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. La conversation continue bien sûr avec vous sur Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, chacun sa techno, @ifthisdendev ou @bibir, BIBEAR. Vous retrouverez aussi tous nos épisodes sur notre site ifttd.io. Et enfin, si vous avez besoin d'une agence pour vous accompagner ou si vous souhaitez rejoindre une équipe tech passionnée et passionnante, écrivez-moi sur bruno@cosavostra.com. Merci à tous.